Le fait que j'ai fait le bac 2 fois, 3 fois, j'ai pas eu. Et je n'ai eu que la troisième fois pendant que je donnais des cours. Quitter Afia Minière, aller jusqu'à Kofi, c'était quelque chose de très, très... Je demandais toujours les gens dans le quartier pour le transport, les études. Après avoir fini les études, mon papa est décédé. En tant que jeune père, son papa, pendant que tu es à l'université, lui t'a servi durant toute sa vie et toi, tu n'as pas les capacités de lui servir en retour. Et comment vous avez une nationalité américaine? Oui, j'ai ma nationalité. La privatisation des compagnies en Guinée comme l'EDG, d'électricité, ça va être une bonne chose pour moi, ce que je pense. La mine seulement ne suffit pas pour le développement des nations. Il faut encore avoir d'autres ressources comme le pétrole. J'exhorte à beaucoup de les jeunes de s'intéresser dans ce domaine. Le Vécu, le podcast des histoires vraies. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre podcast Le Vécu. Un podcast où chaque voix est une histoire et chaque histoire est une leçon. Ici, pas de langue de bois, pas de discours formaté, juste des vies réelles, des parcours authentiques où chaque histoire inspire. On parle vrai, on parle vie, on parle vécu. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme dont le parcours mérite le respect. En Guinée, il a grandi, il a eu des rêves plein la tête, il a vécu. Des obstacles, des frontières, il s'est imposé. Il fait partie de l'un des plus grands réseaux énergétiques du monde. Ingénieur en pétrochimie, il nous raconte ses débuts, ses galères, ses réussites et surtout ses propositions pour une Guinée plus forte, plus éclairée et plus énergétique. Préparez-vous à un voyage inspirant, ambitieux et inspirant. Je suis Fatoumata Kani Kamara et vous écoutez votre podcast Le Vécu. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Ça va, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de me recevoir sur votre émission. C'est un plaisir. Merci. Alors, présentez-vous à nos milliers d'abonnés, s'il vous plaît. Ok, moi, je me nomme Ba Amadou Sarr, ingénieur en pétrochimie, résident aux États-Unis, plus précisément à New Jersey. Alors, parlez-nous de vos débuts en Guinée. En Guinée, j'ai passé mes études, la majeure partie de mes études en Guinée, du primaire, collège et lycée. Et une chose qui n'a pas été facile pour moi, mais j'ai quand même pu affronter les barrières jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé mes études primaires dans une école franco-arabe, qui est le nom de Nasr al-Islam. C'est pourquoi je dis ça, c'est juste pour encourager les jeunes qui sont dans ces établissements pareils, parce que auparavant, quand j'étais à l'école, on disait que tous les élèves qui font franco-arabe, c'est des élèves qui n'ont pas une vocation, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas parler dans une autre langue comme le français ou bien l'anglais. C'est juste l'arabe. Donc moi, j'ai fait franco-arabe du primaire jusqu'en 10e année. Après, j'ai transité. Après le brevet, je suis allé faire le lycée à Petit Moscou, le lycée franco-arabe. Ça, c'était en 2005. J'ai eu mon brevet en 2004. Donc, je suis allé faire mon bac, mon lycée, la 11e, l'école Petit Moscou, le lycée franco-arabe de Petit Moscou. J'ai fait 2 ans là-bas, 11e et 12e. Après, j'ai fait mon bac 1 en franco-arabe. J'ai eu mon bac 1. Là, je suis allé faire le bac 2. Entre-temps, le Premier ministre est venu, Kouyaté, qui a changé le système. Au lieu de faire bac 1 et bac 2 en 2007, il a mis seulement bac unique. Ce qui fut fait, après avoir eu le bac 1, maintenant, je devais faire le bac 2. Je n'ai pas eu le bac 2. Donc, j'étais bouleversé, traumatisé. L'échec, c'était pas dans ma vie. Je n'ai jamais échoué. Mais c'est dès lors que j'ai commencé à échouer, en 2007. Après, j'ai changé d'école. Je me suis orienté vers une école publique, lycée Bonfille. Donc, j'ai fait le bac 1 là-bas. Bac unique, je n'ai pas eu. Donc, j'ai fait 2 échecs.
Et la troisième, j'ai changé encore d'école. Je suis allé à Woudia Berete par l'aide de mon proviseur, M. Amadou Korka Diallo, qui est actuellement le fondateur d'une école, la grande école à Concasseur, je crois bien. Donc, je suis allé à Woudia Berete à travers ses formations, sa rigueur et la qualité d'enseignement. J'ai fait le bac, j'ai eu le bac unique. Après, mon rêve, c'était de partir faire l'université des mines, la géomine. Mais le problème était que je ne voulais pas laisser ma famille à Conakry ici et partir étudier à Bouquet. Parce que j'étais un responsable déjà. Il fallait que je prenne soin de mes frères et mes sœurs. Donc, je me suis orienté vers Kofi Annan de 2009. J'ai fait les mines. Kofi Annan, c'était en ce temps l'une des meilleures universités polytechniques en Guinée, dans le domaine des mines et de la médecine. De 2009 à 2014, j'ai fait mon cycle d'études. Entre-temps, après avoir fini en 2014, je n'ai pas eu la chance de soutenir. Je me suis exilé pour les États-Unis. Alors, monsieur Ba, on voit bien que vous avez rencontré plein d'obstacles. Et surtout, vous avez été déterminant. C'est un parcours qui retient quand même l'attention, chers spectateurs. Alors, ça sent déjà que ça n'a pas été vraiment facile. Alors, malgré tous ces obstacles, je suppose que vous avez rencontré beaucoup de difficultés dans votre début de carrière. Dites-nous quelles sont les difficultés principales que vous avez rencontrées en début de carrière en Guinée? Ok, vous savez que c'est pas facile de vivre en Guinée, étudier ici, finir des études sans avoir des obstacles. Mon cas a été un cas très inspirant d'après les amis. Le fait que j'ai fait le bac 2 fois, 3 fois, j'ai pas eu. Et je n'ai eu que la troisième fois pendant que je donnais des cours aux autres élèves, d'autres amis, par exemple la mathématique, la physique et la chimie. Mais je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir le bac. Peut-être c'est par manque de concentration au niveau des épreuves. Donc, même à part ça aussi, la vie familiale, les parents, je suis issu d'une famille très pauvre. Donc, le parcours que je faisais de Afia jusqu'à... Parce que je résidais à Afia, c'est là-bas que je suis né, Afia Minière. Donc, quitter Afia Minière, aller jusqu'à Kofi Annan pour les études, c'était quelque chose de très drastique pour moi parce que des fois, je n'avais pas le transport d'aller. Je demandais toujours les gens dans le quartier pour le transport pour que je puisse aller faire mes études à Kofi Annan. Le retour aussi, j'ai des problèmes pour avoir le transport de retour. C'est pour moi l'occasion de féliciter, de remercier tous mes amis qui m'ont aidé. Il y a eu tant d'amis, beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidé quand je faisais l'université, comme Nankouma Kondé, précisément appelé le ministre, et Ibrahima Kadjatou Ibroski, Ibrahima Talibé, l'actuel directeur général des petites et moyennes entreprises. Il y a mon professeur, M. Sireko Kamara, qui a un cabinet d'expertise dans le domaine minier, cabinet de consultation. Toutes ces personnes, il y a tant d'autres. Il y a Mamadou Ba, je m'en passe parce que c'est des gens qui ont façonné ma vie, qui m'ont beaucoup aidé, à travers aussi les familles dans le quartier, tout ça. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier du fait qu'ils ont beaucoup eu le courage et l'amour qu'ils m'ont donné afin que je puisse continuer mes études à Kofi Annan. Donc actuellement, si vous voyez que je suis devenu ce que je suis, c'est à travers ces personnes. Donc il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup. La vie familiale, le manger, le transport, la concentration, les déceptions, tout ça là, ça venait percuter ma progression au niveau de l'éducation ici. Entre-temps aussi, malgré ces aides, je faisais aussi des cours de révision à domicile. Je donnais des cours de révision des élèves de la Sainte-Marie. Même à l'école française, j'avais une élève là-bas, la fille du directrice de l'école française en ce temps, Madame Anne Rondeau. Je donnais des cours à sa fille, Clara Rondeau, à domicile, à travers un monsieur qui est décédé, paix à son âme, monsieur Ba, en complicité avec un autre ami, Mamadou Ba, qui avait un cyber. À travers lui, j'ai eu la relation afin que je puisse donner ces cours
de domicile. Donc, en général, c'est ce que j'ai fait afin de finir mes études. Après avoir fini les études, mon papa est décédé, donc en 2013. C'est ce qui a beaucoup bouleversé ma vie et vers la fin, parce que c'est des moments qui sont très très difficiles. En tant que jeune père, son papa, pendant que tu es à l'université, lui t'a servi durant toute sa vie et toi tu n'as pas les capacités de lui servir en retour. Donc il quitte à fleur d'âge. Donc, je me suis dit, après, je vais continuer parce que j'ai fini mon cycle universitaire en 2014. Il est décédé en 2013. Ça me restait quelques temps pour finir. Je me suis concentré afin de finir. Quand j'ai fini, je n'ai pas attendu à ce que je soutiens. J'ai eu l'opportunité de voyager pour les États-Unis. Donc, ce sont ces obstacles qui sont venus. Mais à travers la concentration et une vision très claire, je n'ai pas baissé les bras. Entre vie familiale difficile, cursus scolaire compliqué et déception et perte d'un être cher, M. Ba n'a pas abandonné. Il avait une vision claire, il savait ce qu'il voulait. Alors, M. Ba, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que d'après vos amis, vous avez eu un parcours remarquable. Moi, je vous dis que ce n'est pas seulement à travers ce que vos amis vont dire. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez vraiment un parcours exceptionnel qui mérite les projecteurs. Vous méritez d'être écoutés. Alors, comme vous venez de le dire, je pense que c'est le décès de votre papa qui a été l'élément déclencheur pour votre départ pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées? Ça n'a pas été facile. Un jeune qui sort de l'aventure pour la première fois sans connaître les réalités. Moi, j'avais en tête que je partais comme quelqu'un qui déménageait d'un quartier à un autre. Donc, tel n'était pas le cas. J'avais beaucoup de choses, beaucoup de rêves, beaucoup d'enjaillements. Donc, une fois arrivé aux États-Unis, je me suis fixé de nouveaux objectifs qui sont valables. J'ai commencé par d'abord avoir... je remercie la famille qui m'avait reçu à New York, là-bas. C'est mon grand-père. Parce que un aventurier, avant tout d'abord, c'est là où tu dois rester. Quand tu as un endroit où rester, c'est un atout. Deuxièmement, comprendre la langue, la communication, c'est un facteur majeur pour le développement d'une personne. Troisièmement, le déplacement, comment se déplacer. C'est pas comme en Guinée ici, il faut maîtriser ce qu'on appelle le GPS. Comment se déplacer, prendre les trains. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous êtes une fois perdu là-bas? Je me suis perdu plusieurs fois. D'accord. Et la première fois, quand je suis monté dans un train, je partais pour le boulot. Je suis resté dans le train jusqu'à ce que le train est passé jusqu'au dernier arrêt. Donc, je ne comprenais pas l'anglais. C'est quand j'ai entendu maintenant dire « This is the last stop ». J'ai dit « last », ça c'est dernier. Ah, maintenant vous avez un accent anglophone. Yeah. Donc, quand j'ai entendu « last stop », j'ai dit « oh merde, je suis au dernier arrêt ». Donc, il faut que je me retourne. J'étais en retard. J'ai repris encore le même train parce que les trains là-bas, arrivé à l'arrêt, on retourne encore. Donc, je me suis retourné jusqu'à l'arrêt qui était... là où je devais descendre, je suis descendu pour aller au boulot. Je me suis perdu plusieurs fois. À travers mon intégration, le boulot que je faisais, tout ça là. Donc ça n'a pas été facile. Mais bon, je me suis créé des lignes, des directives que je dois suivre. D'abord, le logement. Une fois que j'ai le logement, il faut avoir la capacité de communiquer. Et je me suis inscrit dans une école de langue, ESL. Et ça, c'est l'anglais pour les adultes. English as a second language. Donc, j'ai fait les ESL, Bronx Community College, c'est ça, dans le Bronx. D'accord. Après ça, j'ai essayé de maîtriser le GPS. Après, j'ai cherché le boulot. Et je cherchais encore de partir à l'université pour continuer les études. D'accord. Donc, alors, Monsieur Ba, aujourd'hui, j'espère que quand vous allez vous retourner aux États-Unis, vous n'allez pas vous perdre. Évidemment, je passe maintenant parce que j'ai fait plus de 10 ans là-bas. D'accord, Monsieur Ba. Alors, maintenant, on va parler de votre intégration socio-professionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce domaine?
Au fait, quand j'étais en Guinée, à travers mes prédécesseurs, mon grand frère Alpha Marba, on l'appelait Bali, il est en France. Lui, c'était un ingénieur qui a fait les géomines à Bokeh, qui est un spécialiste, je crois, en métallurgie. Okay. À travers son ami aussi, M. Sereko, j'ai vu, il me disait que tout le temps que la Guinée était un scandale géologique. Donc, je me suis intéressé, à travers aussi les professeurs au lycée. On parlait de la géologie de la Guinée, tout ça. Donc, je me suis dit, peut-être ça va être une bonne opportunité pour moi. Comme déjà, je suis un peu familier avec les mathématiques, la physique et la chimie. Donc, j'ai dit que peut-être ça serait une bonne option pour moi, dans laquelle que je peux m'aventurer. Donc, j'ai eu la passion des mines. Et en même temps, quand j'étais à l'université, l'ami de mon grand frère, M. Sereko, qui a un cabinet de consultation minier, il a été mon professeur aussi à l'université. Il donnait des cours de techniques d'entrepreneuriat. Je crois que c'était en 2011-2012. Donc, toutes ces personnes, ils m'ont motivé de poursuivre. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens que je me suis dit, je me suis engagé dans les mines. Après avoir fini de faire le parcours en Guinée, à Kofi Annan, je n'avais pas pu soutenir. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis attelé d'abord pour faire la langue, ce qui fut fait. Après, je me suis inscrit dans une université dans le Brooklyn qui s'appelle City Tech. Okay. J'ai commencé par la chimie. Pourquoi la chimie? Parce que moi, j'avais en tête que depuis en Guinée, que la chimie, c'est la matière des femmes. Okay. Donc, c'est des traitements des mêmes méthodes. Par exemple, c'est des matières qui sont exactes. Quand on te donne un problème, tu vas avoir toujours le même résultat, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Guinée. Donc, je me suis dit, pour mieux intégrer le système éducatif américain, il faut que je choisisse une matière liée dans mon domaine et qui va me permettre de m'intégrer sans avoir de difficultés, voir comment le système fonctionne, parce que ce n'est pas facile. Ce qui fut fait, je suis allé faire la chimie technologique là-bas pour 2 ans. Après avoir fini de faire la chimie technologique à City Tech, je me suis orienté vers les hydrocarbures à Pennsylvania, le pétrole. Donc là-bas aussi, j'ai fait 2 ans après la pétrochimie combinée. D'accord. Donc c'est ce qui m'a poussé à travers mes frères, mes prédécesseurs. C'est ce qui m'ont poussé beaucoup à s'intéresser dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que je me vois dedans. Je suis, à travers ma passion et ma vision pour la Guinée, je suis vraiment, vraiment content de la filière que j'ai choisie. D'accord. Nous allons marquer une petite pause. Tu vis aux États-Unis, mais tu veux garder ton style, ton identité, ton élégance africaine? Chez Chacha Hair Braiding, on comprend tes cheveux, on comprend ton histoire. Depuis plus de 15 ans, Chacha Hair Braiding fait briller la beauté afro à Englewood. Tresses, weave, twist, locks, perruques. Ici, chaque coiffure est une œuvre d'art. Et ton look, notre fierté. Ce n'est pas qu'un salon, c'est une ambiance, une famille, une expérience. On parle ta langue, on ressent ton énergie et on sublime ta beauté avec passion. Alors, prête pour un nouveau look qui fait tourner les têtes? Appelle dès maintenant Chacha Hair Braiding au 201 9238 467 et réserve ta place avant qu'il ne soit trop tard. Tes cheveux méritent le meilleur. Et le meilleur, c'est Chacha Hair Braiding à Englewood. Chacha Hair Braiding, style, beauté, confiance. C'est ici que tout commence. Alors, sur ce plateau, on poursuit avec Monsieur Ba. Monsieur Ba, alors dites-nous, comment avez-vous intégré cette grande entreprise américaine Con Edition? Ok, ça n'a pas été facile parce que après avoir fini de faire la formation en pétrole et la pétrochimie, j'ai fini en 2022. Donc je suis rentré dans la conquête du marché d'emploi. J'ai eu la chance de travailler avec une autre entreprise d'abord sous-traitante avec Con Edison qui s'appelait Southern Cross. Cette entreprise était chargée de changer les compteurs électriques et de gaz de la ville de New York. Donc, on avait beaucoup de travaux à faire là-bas.
Donc, j'ai été employé par cette compagnie, Southern Cross. Le travail a été très long et dur parce qu'il faut faire des porte-à-porte pour changer ces compteurs. On voulait implémenter un nouveau système de contrôle énergétique dans la ville de New York en implémentant des smart meters, les compteurs qui sont smart. Smart meters, c'est intelligent, des compteurs intelligents. C'est-à-dire des compteurs à travers lesquels on peut contrôler votre consommation à distance sans qu'on ne se déplace pour aller chez vous. Parce que d'habitude, ce qu'on avait l'habitude de faire, on envoie des agents sur le terrain partir faire la lecture de votre compteur. À travers cette lecture, on vous donne votre facture. Des fois, il peut y avoir des erreurs de lecture. Donc, pour réduire tout ça, il y avait beaucoup de complaints. Il y avait beaucoup de complaints, je ne sais pas comment dire en français, désolé. Donc, contraintes. Complaints, se plaindre. Oui, c'est ça, beaucoup de contraintes. On comprend. Ok, merci beaucoup. Donc, le nouveau système implémenté, ça réduit tous ces problèmes. En même temps, ça permet à l'entreprise d'encaisser beaucoup de revenus. Par exemple, la somme qu'on payait ses travailleurs, que l'entreprise payait à ses travailleurs, des sommes maintenant qui vont reverser dans la caisse de l'État, dans la caisse de l'entreprise. Donc là, on peut couper votre courant à distance sans qu'on se déplace. On peut encore réactiver votre courant à distance sans qu'on ne se déplace. Donc, mais l'intégration de Con Edison, il va falloir d'abord que tu passes par des tests qui sont très très rigoureux. Il y a plus de 700 questions que tu dois répondre, que tu dois maîtriser, parce que c'est en 7 parties. La première partie, tu dois faire d'abord ce qu'on appelle la conduite, savoir comment on conduit. On te donne des questions, tu réponds. Quand tu passes au test de conduite, tu pars maintenant au second étape. Le second étape aussi, il se peut que ce soit en mathématiques, que ce soit des questions de culture générale, questions de sciences, questions de vision, qu'est-ce que tu remarques, la rapidité. Ce n'est pas seulement dans le cadre éducationnel, mais ce que tu as suivi comme études à l'école, mais ils valorisent toujours ces choses-là. Donc, chaque partie, il y a 100 questions que tu dois répondre. Vous êtes quand même très intelligent. Peut-être. Donc, dans les 100 questions, il faut avoir au moins 70%, 70% des questions répondues pour que tu puisses passer. Si tu échoues aux premières étapes, supposons que tu passes aux premières étapes, tu pars aux deuxième étape, tu échoues aux deuxième étape, quand tu vas revenir, tu reprends à zéro. Ok. Même si tu pars jusqu'au cinquième étape, ça reste deux étapes pour que tu finisses. Quand tu fais une petite erreur, on te retourne encore à zéro. Okay. Donc moi, j'ai échoué pour la première fois au niveau du test de conduite. J'ai failé, j'ai échoué. Pour la deuxième fois encore, je suis allé jusqu'à 5e ou 6e. J'étais trop lent. Parce que les questionnaires sont chronométrés. Chaque partie, c'est 1 heure de temps. Donc, tu vas faire au maximum 6 à 7 heures de temps là-bas. Donc, dans 1 heure de temps, tu as 100 questions. Chaque question a ses questions, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Donc, moi, j'étais un peu lent. Je n'ai pas trouvé encore les 70. J'étais jusqu'au 5e ou 6e. J'ai oublié. J'ai encore échoué pour la deuxième fois. Quand ils m'ont programmé après un mois, je suis reparti. Après, j'ai tout trouvé. Là, ils m'ont félicité. Quand vous passez le test va rester là-bas pour 5 ans, renouvelable. Donc, cela veut dire que si vous quittez l'entreprise dans les 5 ans et que votre certificat que vous avez eu pour l'adhésion dans la compagnie, si vous voulez revenir, si c'est dans les 5 ans, on peut vous prendre. Si ça dépasse les 5 ans, il faut encore refaire les tests. Donc, c'est dans ce sens, j'ai eu la chance pour travailler. C'est une entreprise privée qui est fédérale. C'est un travail qui est fédéral. Cela veut dire il y a beaucoup de contrôles qui vont être faits à travers ton background check, ton passé, si tu n'as pas des antécédents historiques, de problèmes judiciaires. Et si tu n'as pas de dettes aussi, des dettes, des crédits que tu n'as pas payés, tout ça on regarde. Et puis on voit encore ton statut sur les réseaux sociaux, on voit ce que tu publies. Parce que quand tu intègres la compagnie, tu as accès à des choses qui sont vulnérables, sensibles. Par exemple, tu as des clés
qui vont te permettre d'ouvrir tous les compteurs de la ville de New York. On te donne la clé pendant la période que tu travailles. Après le travail, tu déposes. Tu as la voiture encore de la compagnie. Tu peux faire beaucoup de choses. C'est pourquoi on passe à ces techniques de voir d'abord tes antécédents, voir ce que tu fais pour se rassurer que tu es une personne normale. Et puis, ils priorisent, c'est pas priorité, ils exigent que tu sois de la nationalité américaine. Parce que c'est très sensible. Yeah. D'accord. Et comment vous avez une nationalité américaine? Oui, j'ai ma nationalité après 5 ans. Oui, j'ai la nationalité américaine. Une intégration bien méritée alors. Il faut dire que les obstacles ne font pas peur à Monsieur Ba. Parce que dans la vie, moi, je dis toujours, les obstacles sont des épreuves de la vie qui te permettent d'apprendre beaucoup quand tu ne démissionnes pas. Mais quand tu démissionnes une fois, c'est que c'est de l'échec. Au fur et à mesure que tu tentes une fois, 2 fois, on peut même avoir l'exemple sur le monsieur qui a créé le courant, je crois, Thomas Edison. Il a tenté 1000 fois, je crois, 1000 fois pour la formule de trouver l'énergie, ou bien c'est 100 fois. À la 101e fois maintenant, il a trouvé la formule. Donc, toutes ces années qu'il a fait, ça n'a pas été vain. Donc, à travers l'aboutissement de la formule de l'électricité que nous utilisons actuellement, nous tous, donc, ça a été une expérience pour lui. Alors, Monsieur Ba, quelle différence majeure avez-vous observée entre les pratiques et les standards de l'industrie de l'énergie en Guinée et ceux des États-Unis? Là, c'est comme le nord et le sud. Ah. Il y a un grand écart parce que l'énergie américaine, c'est une énergie très mature, très très structurée, réglementée et très très avancée au niveau technologique. Donc, c'est un fossé qui existe comme le nord et le sud. Mais néanmoins, la Guinée, c'est un pays émergent. On a beaucoup de potentiel de développer. On a une capacité de production de 6000 MW d'énergie ici, ce qui peut servir toute la population de la Guinée. Mais pour le moment, il y a des enfreins qui ne nous permettent pas de faire. Donc, alors, M. Ba, qu'est-ce que la Guinée pourrait apprendre des États-Unis aujourd'hui? Les États-Unis, c'est une nation, c'est un pays, c'est l'un des plus grands producteurs de pétrole dans le monde et de gaz. Donc, je pense que beaucoup de pays, tous les pays du monde entier ont beaucoup à apprendre aux États-Unis. Parce que quand nous prenons actuellement les Chinois qui viennent ici dans nos pays pour travailler, et ils ont eu une politique très très mature au début. Ils ont vu que comme les États-Unis ont une technologie très très avancée, ils ont des plus grands chercheurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs cadres, les élites de la Chine, pour partir étudier aux États-Unis, pour avoir les informations, tout ce qui est nécessaire de la nouvelle technologie, apprendre tout ça et renvoyer ça en Chine. C'est ce qui fut fait. C'est pourquoi Donald Trump actuellement, dès son accès au pouvoir, il a essayé de stopper ça pour la fuite des cerveaux, des connaissances. Donc, les Chinois, ils ont beaucoup en bénéficié de ça à travers les États-Unis. Là, actuellement, nous tous, nous savons quelle est la capacité de la Chine dans le monde, malgré qu'il y a des dérives. Mais bon, les autres pays aussi font la même chose. On a vu avec les tarifs que le président Donald Trump donne. Les États-Unis, c'est l'un des plus grands consommateurs au monde. D'après les calculs, d'après les sondages, un Américain peut consommer $150 par jour. Ça, c'est le minimum, $150 par jour. Donc, avec une population de 300 millions d'habitants, nous sommes les plus grands consommateurs. Et les plus grands aussi, le pays qui regorge de plus de millionnaires dans le monde entier. Donc, on a beaucoup à apprendre, beaucoup de choses des États-Unis à travers la technologie, la formation, l'intégration des courses dans le monde. Par exemple, l'évolution des pays à travers les institutions internationales. On voit le poids que les États-Unis ont sur ces institutions. Donc, on peut beaucoup apprendre des États-Unis. Vous êtes toujours dans votre émission, votre podcast, Le Vécu, avec M. Ba sur l'hydrocarbure et l'énergie. Alors, M. Ba, nous allons poursuivre notre podcast. Dites-nous, en tant qu'expert aujourd'hui,
Vous avez quand même pas mal d'expérience dans ce domaine. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à la Guinée? Le terme expert est très très lourd pour moi parce que je suis en phase toujours d'expertise. Donc, à travers les expériences, moi, c'est que, par exemple, à travers mon expérience avec la compagnie, c'est une compagnie privée qui est chargée d'électrifier la ville de Conakry, plus de 10 millions d'habitants. Donc, je pense que la privatisation des compagnies en Guinée comme l'EDG d'électricité, ça va être une bonne chose pour moi, c'est ce que je pense. Parce qu'à travers la privatisation, il y aura toujours des mesures strictes et l'État aussi va créer des conditions d'applicabilité, de gestion, de faire en telle sorte que la population puisse avoir le service adéquat nécessaire afin que tout le monde puisse avoir le courant. Parce que je pense, d'après mes recherches que j'ai faites hier, je pense que la société EDG est en déficit budgétaire parce que on paye ici de 8 à 10 cents le kilowattheure en énergie en Guinée. C'est que l'État subventionne. C'est une bonne chose, c'est une bonne politique pour le gouvernement. Mais en réalité, c'est de 22 cents le kilowattheure. Et le paiement des factures aussi, ça ne se fait pas comme ça se doit. Il y a des gens qui ne payent pas ce qu'ils doivent payer. Et le contrôle énergétique comme les smart meters qu'on a implémentés à New York, les compteurs intelligents, qui va permettre à beaucoup de contrôler l'énergie, le paiement, ce qui n'est pas là. Mais je pense qu'avec la privatisation, ça pourra beaucoup booster l'énergie de la Guinée, en même temps impliquer les sociétés minières dans l'électrification des villes, là où les sociétés s'exercent, parce que ce sont des compagnies qui consomment beaucoup d'énergie. Donc moi, je pense que la privatisation, bien évidemment qu'on a des compteurs prépayés, comme les autres le font, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est une bonne politique, mais si, vu le modèle des Américains, c'est les privés qui sont là-bas, qui font la gestion de l'électrification de la ville de New York. Même à New Jersey aussi, il y a une compagnie privée qui s'appelle PSNG. C'est une société privée aussi qui s'en charge de l'électrification de la ville de New Jersey. Donc, à travers mes expériences, peut-être c'est une bonne politique de la Guinée de rester sur cette phase. C'est bien, mais moi je pense que la privatisation c'est la meilleure option pour le moment. Alors, Monsieur Ba, il y a quand même pas mal de choses à revoir au niveau de la Guinée, mais à vous entendre parler aujourd'hui, vous êtes quand même inspirant, vous donnez envie d'évoluer dans le même secteur. Alors, que diriez-vous aujourd'hui aux jeunes? Quelles sont les compétences qu'un jeune Guinéen doit aujourd'hui développer pour évoluer dans le même secteur? Il y a beaucoup de compétences. La Guinée, c'est un pays, comme je l'ai toujours dit au début, c'est un scandale géologique. Je me rappelle bien, en 2023, il y a eu du jaillissement de quelques hydrocarbures dans une maison dans la sous-préfecture dans la préfecture de Mali Mbène, dans la ville dans la baie. C'est des signes qui ont été confirmés par la Société nationale de pétrole de Guinée, SONAP, que c'est du pétrole brut qu'on a trouvé. Le pétrole qui jaillisse comme ça dans la maison de quelqu'un. Donc, ça prouve que franchement, on a beaucoup de potentiel à part de l'énergie. J'exhorterais, je dirais aux jeunes de beaucoup se focaliser encore sur ces domaines, dans les hydrocarbures, plus précisément dans le pétrole et le gaz, parce que quand on trouve du pétrole, c'est fort probable qu'on a le gaz. Donc, c'est des opportunités qui ne vont pas rater dans le futur, peut-être dans les 10 années qui vont venir, 10, 15, 20 ans. On aura encore peut-être une avancée dans cette découverte du pétrole. Dans le domaine minier, il y a pas mal de jeunes qui
pas mal de gens qui évoluent dans les mines. C'est une bonne chose, mais la mine seulement ne suffit pas pour le développement des nations. Il faut encore avoir d'autres ressources, comme le pétrole. Donc j'exhorte à plusieurs fois les jeunes de s'intéresser dans ce domaine, malgré que ce n'est pas fonctionnel pour le moment. Mais dans le futur, ça serait une bonne chose pour la Guinée. Investir aussi beaucoup dans l'éducation, une éducation de qualité, et l'informatisation des classes, les cours. Il faut que ce soit purement technologique, qui va permettre aussi aux parents d'élèves d'avoir les informations de leurs enfants en temps réel. Par exemple, tout ce que je passe à l'école aujourd'hui, le professeur vient, il note ça à travers des applications qui peuvent être créées, qui vont être gérées peut-être par le département de l'éducation pour la transparence et avoir les informations nécessaires pour les enfants, parce que l'école seulement ne suffit pas pour éduquer. Les parents aussi doivent beaucoup participer à l'éducation de nos enfants. Donc, dans le domaine de l'électricité, c'est bel et bien vrai, on a des problèmes, mais on a aussi du potentiel si on travaille beaucoup et on fait de telle sorte qu'il y a la transparence et beaucoup investir dans l'IA, l'intelligence artificielle et l'énergie verte, par exemple les panneaux solaires et l'énergie éolienne. La vision des États-Unis pour l'année 2030, c'est 0 émission de gaz d'effet de serre. Donc, nous aussi, on peut s'aventurer dans ces logiques et motiver les gens, les encourager de s'investir encore dans les énergies renouvelables. D'accord. Alors, Monsieur Ba, aujourd'hui, quelle est votre vision pour l'énergie en Guinée? Moi, ma vision, c'est pour que toute la population, chacun de nous puisse avoir le courant 24/24. Donc, pour que ça soit effectuable, il faut d'abord faciliter l'accès. Par exemple, il y a ces zones ici qui sont très reculées, qu'on ne peut pas avoir d'abord l'accès pour aller, à plus forte raison avoir le courant. Oui, c'est vrai. Donc, il faut d'abord faire de telle sorte qu'on a l'accès. Ça, c'est un. En même temps, impliquer les sociétés qui exercent des activités dans différentes localités, comme Bokeh, de faire de telle sorte que le courant ne manque pas, ce qui est déjà normal, parce que j'ai passé un peu de temps à Bokeh depuis que je suis venu pour un programme. Le courant est là-bas. Et faire la transparence aussi de la gestion de l'énergie, comme les smart mirrors, et aussi permettre aux gens, sensibiliser les gens, les éduquer à l'utilisation de l'énergie solaire. Ça va réduire beaucoup le coût et je pense que peut-être dans quelques années, la Guinée, nous en aurons beaucoup, tout le monde aura le courant. Alors, quels changements structurels ou politiques devraient être envisagés pour une croissance inclusive? Pour une croissance inclusive, par exemple, on peut diversifier les mix énergétiques vers un hydrosolaire hybride, développer aussi des mini-réseaux solaires, comme j'ai déjà dit, moderniser les réseaux pour l'intégration régionale, inspirer des pays nordiques comme la Suède et la Norvège, je crois, et les États-Unis, intégrer l'énergie verte au secteur minier. Ça aussi, c'est une nouvelle technique que beaucoup de pays font, l'énergie verte au niveau des secteurs miniers. On peut aussi l'expérimenter. Alors, ce podcast tend vers la fin. Monsieur Ba, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes qui ambitionnent de s'aventurer dans ces différents secteurs? C'est une bonne chose pour s'aventurer, mais aussi, je vais réitérer, il ne faut pas faire une chose dont tu n'es pas passionné. Il faut avoir la passion de la chose que tu veux faire. Quand tu es passionné, quels que soient les problèmes, les difficultés qui vont venir sur le chemin de votre programme, sur le chemin de votre vision,
ça va pas vous empêcher d'aboutir à ce que vous voulez. Et aussi se fixer des objectifs qui sont valables. Parce qu'il y a ces objectifs qui ne sont pas réalisables. Oui, des objectifs réalistes alors. Donc, des objectifs qui sont valables. Si tu fixes un objectif valable, d'abord, premièrement, être passionné. Tu fixes des objectifs qui sont valables et tu restes discipliné. La discipline, c'est une méthode qui te permet d'aboutir à ton objectif final. Donc, la répétition des choses. Aussi, il y a beaucoup... C'est pas facile de le dire, mais la vision, pour moi, par exemple, à travers tout ce que j'ai vécu, moi, mon objectif, c'est de servir ma nation à Guinée. Malgré que je suis aux États-Unis, je travaille là-bas, j'ai une entreprise qui fonctionne. Mais mon objectif, c'est de venir servir. Déjà, comme l'État guinéen, ils se sont déjà investis sur moi en investissant pour mon éducation à Kofi Annan, dans une université privée. C'est à mon tour de servir encore l'État. Donc, c'est pour un jour, quand on me demande qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour la Guinée, mais je n'ai pas quelque chose à dire. Mais Dieu merci, à travers le programme qui m'a fait venir ici, après 11 ans d'aventure, le programme de CCI, le programme de Community Corporation CCI. Le CCI, le Corporation Community Incorporation, je crois. Donc c'est une entreprise qui travaille avec le département américain pour la sensibilisation de l'engrais bio. Donc, parce que nous, là-bas, ils ont vu que l'engrais utilisé là-bas, c'est de l'engrais qui sont purement chimiques, qui participent à la destruction de la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont malades aux États-Unis. À travers aussi les alimentations, il y a beaucoup d'obésité. Et l'État américain, ils ont vu quoi? Au lieu d'investir beaucoup dans la santé des gens, parce que ils ont des assurances maladie. Par exemple, si tu dois te traiter avec une maladie qui coûte, supposons, 1 million de francs guinéens, l'État doit payer 75% ou 70%. Donc, l'État paye 750 000, toi tu payes 250 000. Ils ont vu que ça, c'est des dépenses qui ne sont pas... C'est des dépenses infructueuses, qui persistent, qui augmentent chaque fois. Ils ont dit nécessaire maintenant d'investir dans l'alimentation. Pour investir dans l'alimentation, il faut avoir un engrais bio. L'engrais bio, même nous, on peut le faire ici. C'est un engrais qui ne demande pas beaucoup de dépenses. C'est les aliments que nous mangeons, les bananes, les oranges, les ordures que nous voyons au bord de route, par exemple au niveau du marché de Anta ou bien le dépôt d'ordures qui se trouve à Concasser là-bas. Là, on appelle Combos. Donc, à travers des méthodes d'enseignement, de formation, les agriculteurs de la région de Boké, parce que le programme est dirigé pour les agriculteurs de la région de Boké. Donc, on a procédé à la formation de plus de 500 personnes pendant 2 semaines. Et là, les agriculteurs, ils ont leur capacité de faire leur propre engrais pour une alimentation bio, saine. Et ça aussi, c'est une avancée parce que c'est dans ce sens que moi je suis venu. Par exemple, quand vous voyez des opportunités que les autres pays en saisissaient, par exemple les pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, en même temps le Sénégal, parce que ces programmes pareils sont dirigés vers ces pays, à travers mon ami Bangali Diané, on a dit pourquoi ne pas en saisir ces opportunités. Parce que moi, je suis déjà un ingénieur en pétrochimie. La pétrochimie aussi évolue dans le sens de la fabrication de l'engrais, au niveau de sulfure et du potassium, dans le domaine minier. Donc, ils m'ont fait appel. Moi, je suis chargé pour la capitalisation du programme en tant qu'expert, un consultant international. Donc, je suis venu sur ce programme avec le département d'État américain, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis qui se trouve en Guinée, pour faire cette campagne de sensibilisation. Après, maintenant, cette campagne, l'objectif, c'est d'implémenter une entreprise, une usine de fabrication de compost bio
et mettre ça dans les mains des agriculteurs de Boké. Déjà, comme je l'ai dit, Boké, c'est une ville qui est déjà détruite par les sociétés minières qui font des extractions minières et qui ne font pas des politiques de reboisement. Mais comme le programme de 2040 du général président Mamadi Doumbouya qui est là, c'est un programme qui parle de l'agriculture. Donc c'est très très important aussi de s'investir dans ce cadre, donner des outils nécessaires et de la connaissance qui est requise aux agriculteurs afin de pouvoir faire leur propre engrais qui est bio, qui n'est pas coûteux, à travers les ordures qui vont participer au nettoyage de la ville de Conakry ou bien les villes. Et les engrais qui sont organiques, les engrais inorganiques, ça aussi on peut trouver encore d'autres solutions afin de transformer les plastiques, les métaux, les glaces, les canettes de jus en d'autres produits réutilisables dans notre société. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus ici pour faire cette formation. Parce que moi, ma vision, c'était de revenir dans mon pays avec un programme. Donc c'est ce qui fut fait. Je suis vraiment ravi et puis je suis content de servir ma nation. Et ma nation, l'État déjà s'est investi sur moi auparavant. Donc c'est à mon tour aussi de servir l'État. Donc, nous sommes là dans ce sens. S'il y a des opportunités, je peux en saisir. Je suis disponible pour travailler si c'est nécessaire. Sinon, je suis là en tant que Guinéen. Je suis vraiment content de revenir dans mon pays et servir la nation. Merci, Monsieur Ba, pour cette volonté. Vous venez d'écouter Le Vécu, le podcast où chaque voix est une histoire et chaque histoire est une leçon. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette histoire vous a inspiré, partagez au maximum pour toucher plus de personnes. Merci, à bientôt.